Bonjour à tous, voici à présent les principaux titres de cette édition. Église missionnaire Arche de la Nouvelle Alliance de Port-Bouët, l'apôtre Adassa invite les chrétiens à plus de reconnaissance à l'égard de Dieu. Abidjan, Côte d'Ivoire, ministère Jérémie, prophétesse Marie-Laure Yeboué prône la foi comme principal moyen du salut. Toujours en Côte d'Ivoire, Abidjan sous les eaux, les pluies diluviennes causent des morts et des inondations. Attentat de Manchester, Paul Pogba et Yaya Touré expriment leur compassion aux victimes. Enfin, aux États-Unis, Jared Kushner, gendre de Donald Trump, visé par l'enquête du FBI sur l'affaire russe. Bienvenue à tous et à toutes. L'église missionnaire Arche de la Nouvelle Alliance de Port-Bouët-Gonzagueville à Abidjan a célébré ce 21 mai 2017, comme tous les dimanches, son culte de louange et d'adoration. Au cours de son intervention, l'apôtre Adassa, leader de la dite église, a surtout invité le peuple à plus de reconnaissance à l'égard de Dieu par une repentance sincère. Suivons le reportage de Roland Moncal. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est par ce texte tiré de Hébreux chapitre 13, verset 8, que l'apôtre Adassa a commencé sa prédication de ce dimanche 21 mai 2017 autour du thème « Le sacrifice de Jésus ». C'était au cours du culte d'adoration, de louange et d'action de grâce organisé par l'église missionnaire Arche de la Nouvelle Alliance de Côte d'Ivoire, située à Gonzagueville dans la commune de Port-Bouët. La servante de Dieu, par ailleurs leader de cette communauté, n'a pas pris de gants pour stigmatiser le comportement des fidèles chrétiens qui ne témoignent, selon elle, aucune reconnaissance à l'égard des bienfaits de Dieu. Maman Adassa, comme l'appelle affectueusement les fidèles de son église, a invité ceux-ci à la repentance sincère et à une reconnaissance accrue à l'œuvre salvatrice de Christ. Ne mettons pas nos problèmes en première ligne, mais plutôt Jésus-Christ le Rédempteur. Celui qui a donné sa vie pour le salut de notre âme ne mérite-t-il pas de la reconnaissance, a-t-elle pesté avant d'avancer que celui qui met Jésus au second plan sera au dernier plan lui-même. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. C'est par cet extrait des Écritures tiré de Hébreux 13, verset 17, qui convie le peuple au respect des servantes et serviteurs de Dieu, que l'apôtre Adassa a terminé son intervention. La prise de la Sainte Seine a été la dernière articulation du culte dominical de ce 21 mai 2017 à l'église missionnaire Arche de la Nouvelle Alliance, située, rappelons-le, à Port-Bouët-Gonzagueville, dans le district d'Abidjan. Le ministère Jérémie à l'égard des autres communautés chrétiennes a organisé ce dimanche 21 mai 2017 son culte de louange et d'adoration. C'était au siège de la dite église située dans la commune de Port-Bouët à Abidjan. Mélissa Amonkou pour le commentaire. Ministère Jérémie, c'est la dénomination de l'église qui nous accueille pour son culte de louange et d'adoration ce dimanche 21 mai 2017. La prophétesse Marie-Laure Yeboué, qui préside aux destinées de la dite église, a prêché autour du thème « Ta foi te sauvera en 2017, car cette année sera ton année ». Le nom de ton Dieu soit glorifié. Et je prophétise que cette année, qu'il y ait un changement de ta vie. S'il y a un changement de ta vie, qu'il y ait un changement dans ta vie. Sur la base de Marc 5, versets 25 à 42, la servante de Dieu a estimé qu'à l'image de la femme qui perdait du sang depuis 12 ans et qui a été guérie par le toucher de l'habit de Jésus-Christ, ainsi, quand Dieu est avec une personne, celle-ci se sort toujours des difficultés les plus coriaces, car, a-t-elle ajouté, l'Éternel ne nous abandonnera jamais. Restons fidèles à la parole de Dieu et nous verrons sa gloire se manifester dans notre vie. Pour illustrer son propos, la prophétesse Marie-Laure Yeboué s'est appuyée sur l'exemple de Paul et de Silas qui, à force de prière, ont brisé les liens de la prison. Ayons une vie de prière et de sanctification et Dieu nous délivrera des liens maléfiques qui nous retiennent prisonniers, a conseillé celle que ses fidèles appellent par affection Maman Yeboué. Se fondant sur les textes de Actes des Apôtres 16, verset 31 et Hébreux 11, verset 1, la servante de l'Éternel a affirmé que seule notre foi en Dieu peut nous sauver, car, a-t-elle conclu sa prédication, Dieu, même s'il hait le péché, aime le pécheur. Écoutons tour à tour la prophétesse Marie-Laure Yeboué et le prophète Yeboué, son époux. Je prêchais un peu sur la foi. Je disais dans ce message, cette femme qui avait la plaie de sang, avec une foi. Sans la foi, lui ne peut voir la gloire du Seigneur. Comme la Bible déclare dans Hébreux
Lui, l'Éternel, il est le consommateur de la foi. Donc, j'appelle à tous les Ivoiriens, tous les fidèles, je t'appelle à avoir la foi. Quelle que soit la prédication qui va se faire, sans la foi, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Je veux dire à quelqu'un qui me regarde, je veux dire à quelqu'un qui m'écoute, le Seigneur Jésus est encore réel. Il dit dans sa parole, il dit sans la foi, nous ne pouvons être agréables à Dieu. Pour être agréable à Dieu, il faut que tu manifestes la foi. Plus de 4000 cas de grossesse précoce en milieu scolaire ont été enregistrés en 2017 en Côte d'Ivoire, a annoncé mardi le ministère de l'Éducation nationale, déplorant un fléau préoccupant et persistant. On en parle avec Ange Sacré. Le nombre de cas de grossesse précoce en milieu scolaire va croissant. L'année scolaire 2016-2017 en voie d'achèvement relève 4471 cas de grossesse selon les chiffres communiqués par la direction statistique de la planification et des statistiques du ministère ivoirien de l'Éducation nationale. 1153 filles âgées de 9 à 14 ans, 2393 de 15 à 18 ans et 920 jeunes femmes de plus de 19 ans sont tombées enceintes, précise le rapport intitulé Statistiques scolaires de poche 2016-2017. Le rapport a relevé 404 grossesses dans l'enseignement primaire en 2015-2016 contre 512 en 2014-2015. 51 cas de grossesse ont été dénombrés chez les moins de 12 ans et 353 chez les 12 ans et plus. Ces chiffres, bien qu'importants, sont en baisse par rapport à l'année scolaire 2014-2015 où 5992 cas de grossesse avaient été répertoriés dans les établissements d'enseignement primaire et secondaire du pays et par rapport à 2013-2014, 6800 cas. Le gouvernement ivoirien a relevé au rang de priorité la scolarisation des filles qui s'élevait en 2017 à un taux de 55,8% pour les filles dans le primaire contre 67,1% chez les garçons. Dans le secondaire, le taux de scolarisation des filles s'élevait à 24,6% contre 33,1% chez les garçons. Les grossesses précoces engendrent presque systématiquement la déscolarisation pour la jeune fille. La ministre de l'Éducation, Kandia Camara, qui mène depuis 2013 une lutte farouche contre ce phénomène, n'a pas hésité à pointer du doigt les enseignants, menaçant de punir et irradier sévèrement les auteurs de grossesse en milieu scolaire. Certains enseignants n'hésitent pas à profiter de leur autorité ou à monnayer des notes contre des services sexuels, une pratique surnommée les NST, notes sexuellement transmissibles, en allusion aux MST, maladies sexuellement transmissibles. Après 2 années d'absence, Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, au sud du pays, est entrée dans une saison de pluie diluvienne qui, une nouvelle fois, rappelle à échelle humaine les failles urbaines de la métropole. Estelle Traillot pour son commentaire. Retour meurtrier des pluies à Abidjan. En effet, c'est un retour au spectacle d'inondation d'Abidjan, de torrents de bitume, de routes soulevées, d'effondrements de bâtiments ou de pans de murs qui nous est donné d'assister depuis quelques jours, mettant en évidence la qualité des plans d'urbanisation ou autres constructions hors normes à Abidjan, comme constaté par nos reporters. Hélas, déjà des morts et au lendemain d'un accident de mur effondré sur des habitants d'Angré dans la commune de Cocody qui a causé la mort de 2 personnes, le gouvernement appelle à la prudence. Avec la saison des fortes pluies qui commence et les risques d'inondation, les populations sont invitées à plus de prudence. En cas d'urgence, il est indiqué d'appeler le 20 25 00 40 ou le groupement des sapeurs-pompiers militaires au 01 93 28. Peut-on lire dans un communiqué gouvernemental transmis à la presse. Où est donc passé le plan Orsec du nom du plan d'urgence élaboré par les experts gouvernementaux il y a de cela quelques années pour parer à ce genre de désagrément? C'est le lieu d'inviter le gouvernement à prendre les mesures idoines pour éviter aux populations les dégâts matériels et humains inhérents à cette situation. En sport à présent, l'attentat de Manchester est la 2e attaque terroriste la plus mortelle au Royaume-Uni depuis 2005. La star de Manchester City et ex-capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire, Yaya Touré, et le français Paul Pogba ont rendu hommage aux victimes de cet attentat. Ange Série.
L'Ivoirien de Manchester City, Yaya Touré, et la star de Manchester United, le Français Paul Pogba, ont rendu un hommage émouvant aux victimes de l'attentat meurtrier qui a endeuillé la ville de Manchester en début de semaine. Que de nouvelles terribles à Manchester, mes pensées et prières à l'endroit de toutes les personnes touchées, a déclaré sur son compte Twitter le citizen Yaya Touré. L'autre mancunien, mais celui de Manchester United, le milieu de terrain Paul Pogba, a pour sa part réagi sur Instagram, adressant ses condoléances à toutes les familles des victimes de Manchester et à toutes les familles qui perdent des êtres aimés dans tant de pays à cause des actes de violence. En effet, le lundi 22 mai 2017, un homme qui portait des engins explosifs s'est fait exploser à la fin d'un concert d'une star américaine. Le bilan fait état d'une vingtaine de morts et d'une cinquantaine de blessés, pour la plupart des enfants et des adolescents. L'attentat de Manchester est la deuxième attaque terroriste la plus mortelle au Royaume-Uni depuis 2005. Mardi 23 mai 2017, des perquisitions ont été effectuées au siège du PSG ainsi qu'au domicile de 2 joueurs de l'effectif, l'Argentin Javier Pastor et Ángel Di María. L'information avait été révélée dans la foule par le célèbre site français Mediapart. Toujours Ange Série pour le commentaire. Après l'enquête ouverte fin 2016 en France, après les révélations sur les Football Leaks, des perquisitions ont eu lieu mardi matin au siège du Paris Saint-Germain et au domicile de Ángel Di María et Javier Pastore. Concernant le PSG, ce sont son siège social au Parc des Princes et ses bureaux administratifs à Boulogne-Billancourt qui ont été perquisitionnés, a précisé une source de l'agence française de presse. D'après des révélations de Football Leaks, une partie des revenus d'Ángel Di María et Javier Pastore transiteraient par des paradis fiscaux. Le PSG pourrait être en première ligne dans cette enquête. D'après un document publié le 10 mai par Mediapart, le club parisien a conclu un contrat en août 2015 avec une société offshore au Panama gérant les droits à l'image de son attaquant vedette Ángel Di María. Le contrat prévoit que le club touche une part de l'argent versé par les marques et les sponsors selon le site d'information. Outre ces 2 joueurs parisiens, l'attaquant phare du Real Madrid, Cristiano Ronaldo, est pour sa part soupçonné d'avoir dissimulé 150 millions d'euros dans des paradis fiscaux grâce à des montages offshore passant par la Suisse et les îles Vierges britanniques selon les Football League. Paul Pogba aurait lui recours aux îles anglo-normandes à l'instigation de son agent Mino Raiola. C'est le lieu d'indiquer que les Football Leaks sont des investigations menées par 12 médias européens qui ont mis au jour des soupçons d'évasion ou d'optimisation fiscale concernant plusieurs sportifs. Hors de nos frontières, à présent, le gendre du président américain Jared Kushner fait partie des personnes sous le coup de l'enquête du FBI. Des enquêtes concernant l'ingérence russe dans la présidentielle ont rapporté des médias américains jeudi 25 mai 2017. Roland Moka nous en dit plus. La garde rapprochée du président américain continue d'être sous les projecteurs. Dernière révélation des médias américains ce jeudi 25 mai 2017. Jared Kushner, le gendre et proche conseiller de Donald Trump, fait partie des personnes visées par l'enquête du FBI sur les ingérences russes dans l'élection présidentielle. Selon la chaîne NBC, les enquêteurs pensent que Kushner a des informations importantes concernant leur enquête. Mais cela ne signifie pas que le mari d'Ivanka Trump est suspecté d'avoir commis un délit. Le Washington Post précise que c'est une série de réunions auxquelles a participé Jared Kushner, ainsi que la nature de ses contacts avec la Russie qui intéresse les enquêteurs. Considéré comme un intermédiaire central de Donald Trump en matière de politique étrangère, Jared Kushner avait notamment rencontré en décembre l'ambassadeur russe aux États-Unis, Sergei Kislyak, ainsi qu'un banquier russe. Son avocat Jamil Gorelik a indiqué dans un bref communiqué que son client s'était déjà volontairement proposé de partager avec le Congrès ce qu'il sait de ces rencontres. Il en fera de même pour toute autre enquête. L'enquête du FBI, désormais dirigée par le procureur spécial Robert Mueller, doit faire la lumière sur une possible coordination entre des membres de l'entourage du président américain et le gouvernement russe. Au cours de cette enquête se trouve l'ancien conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, Michael Flynn. Les investigations visent également particulièrement l'ancien directeur de campagne Trump, Paul Manafort. Depuis le début de cette affaire qui empoisonne sa présidence, Donald Trump a toujours farouchement nié tout lien avec Moscou et qualifié l'enquête du FBI et celle menée par le Congrès de chasse aux sorcières, reconnaissant toutefois qu'il ne pouvait parler que pour lui-même. Puissance agence de l'ONU qui a l'ambition de réformer, l'Éthiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus a été élu mardi nouveau directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, devenant ainsi le premier Africain à prendre la tête de cette organisation. Mélissa Amonkou pour le commentaire.
Sur les bords tranquilles du lac Léman à Genève, au siège de l'Organisation mondiale de la santé OMS, de grands bouleversements. Pour la première fois, un Africain a pris la tête de l'OMS. L'Éthiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus a été élu mercredi 24 mai 2017 directeur général de la puissante agence de l'ONU. Titulaire d'un doctorat de l'université de Nottingham en Angleterre, Tedros Adhanom Ghebreyesus a été ministre de la Santé de l'Éthiopie en 2005 avant d'être ministre des Affaires étrangères de 2012 à 2016. Sous son mandat, les installations sanitaires dans ce pays très pauvre de la Corne de l'Afrique se sont grandement améliorées avec la construction de milliers de cliniques et l'accent mis sur la nécessaire proximité des services de santé. Ces initiatives ont contribué à réduire des 2/3 la mortalité infantile entre 1990 et 2015 et à une baisse de 75% des décès dus au paludisme sur la même période. Dans son intervention pour présenter sa candidature et son programme, le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus a raconté avoir perdu, alors qu'il était enfant, un frère qui n'avait pas reçu les médicaments nécessaires. Il avait alors dit refuser d'accepter que les gens meurent parce qu'ils sont pauvres. Âgé de 52 ans, Tedros Adhanom Ghebreyesus l'a emporté au 3e tour devant le Britannique David Nabarro, 67 ans, qui a été envoyé spécial des Nations Unies pour la lutte contre Ebola, une épidémie ayant fait plus de 11 000 morts en Afrique de l'Ouest entre fin 2013 et 2016. Voilà, c'est ici que nous faisons notre pied-à-terre. J'ai pris beaucoup de bonheur à vous présenter cette autre édition de l'information. Nos programmes se poursuivent et surtout, retenez que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Au revoir.